Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle fréquence Orage d'Acier. Alors ce soir avec moi au micro François Mélier. François, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons vous entretenir ce soir d'un sujet un peu particulier, hors des sentiers battus. Nous allons parler d'une journée à la ferme. Alors sans être agriculteur, François, vous avez grandi à la campagne, en Normandie. D'ailleurs avec vous, nous avons programmé, comme nous avions fait pour une promenade en Provence, nous ferons une promenade en Normandie où nous évoquerons les grandes figures politiques, littéraires, et puis aussi l'esprit particulier de cette province si unique en France, qu'est la Normandie. Mais aujourd'hui, nous allons parler de choses très pratiques. Nous allons parler de pratiques d'autonomie. J'ai donné il y a quelque temps de cela une conférence devant nos camarades d'Action française à Lyon au sujet du retour à la terre, du survivalisme. Et c'est cette conférence qui m'a donné l'idée éventuellement d'en restituer certaines des réflexions les plus générales, surtout je dirais quant aux conséquences politiques de cette soif d'autonomie qui se développe en France depuis maintenant peut-être les années 70. Au lendemain de mai 68, on a vu se développer un grand mouvement de retour à la terre, dès les années 60 d'ailleurs, dès avant les événements de mai, dans les revues d'Action française, sous la plume par exemple de Hilaire de Crémier, on retrouvait des articles critiques, mais de critiques constructives de certaines expériences du régime de Vichy sur le retour à la terre, cette expression qui a fait florès, la terre ne ment pas, et qui avait quand même conduit toute une partie de cette jeune génération, de cette jeune droite dans l'orbe de l'Action française, de conduire une réflexion sur cette soif, cet appétit de beaucoup de Français, renouer finalement avec les racines profondément agricoles de notre nation. Que ce sont beaucoup d'anciens gauchistes qui ont tenté ces expériences de retour à la terre, souvent d'ailleurs des expériences d'échec. On pense évidemment au plateau des Mille Vaches qui avait été occupé par les opposants à la construction d'un complexe militaire dans le Larzac, auquel ont appartenu certains des agitateurs les plus célèbres de ces dernières décennies. Je pense là à l'Astérix des années 2000, José Bové, qui est à la fois le fils d'ingénieur agronome de l'INRA et en même temps un défenseur de la paysannerie française, d'une agriculture paysanne. On sait, François, sa proximité avec un syndicat qui a toutes nos faveurs, par ailleurs, même si nous ne sommes pas d'accord avec tout, qui est la Confédération paysanne. Notre cœur nous penche plutôt du côté de la coordination rurale, qui est je dirais, le syndicat minoritaire, agricole paysan, et qui s'oppose aux menées à la fois très droitards des capitalistes industriels de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Mais sans parler aujourd'hui vraiment du sujet de l'agriculture, nous allons parler plutôt de l'expérience de la ruralité, de ce que ça représentait pour vous, François, qui est aujourd'hui étudiant en Île-de-France. Vous êtes jeune marié et vous avez cette double expérience des centres urbains développés et instruits d'une certaine façon, et aussi de ce terroir normand dont vous allez nous dire quelques mots. Peut-être pourrait-on commencer par rappeler que la ferme, la vie à la campagne, et je ne parle pas d'agriculture, n'est pas une expérience immédiate. On ne peut pas simplement, comme ça, décider un matin d'acheter un lopin de terre et en vivre immédiatement, François. Alors bien sûr, effectivement, on ne peut pas s'improviser agriculteur ou même paysan. Et à ce titre, j'aurais simplement une petite remarque. On a chez nous en Normandie ce qu'on appelle les Orzins. Les Orzins, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas des natifs, qui sont donc des gens qui généralement viennent de la ville et qui viennent s'installer dans nos campagnes, dans nos villages et dans nos communes. Les Orzins donc viennent avec souvent d'ailleurs à l'âge de la retraite. Ces Orzins arrivent tout de suite avec leurs idées préconçues. Par exemple, à la campagne, nous n'aurions pas Internet, nous n'aurions pas l'eau courante. C'est bien sûr tout à fait faux. Et sur le plan même de l'engagement politique, puisque ces Orzins ont souvent du temps, puisqu'ils sont retraités, je l'ai dit, et essayent finalement de calquer ce qu'ils ont vécu à la ville sur la campagne. Je prends un simple exemple. Imaginez-vous une petite route de campagne qui est utilisée tous les jours par tout le monde sans aucun problème, et ces gens-là, ces Orzins, une fois aux responsabilités, conseillers municipaux, etc., vont vouloir y mettre des trottoirs. Aucun intérêt, il faut le dire, ou même sur l'éclairage public. Ils veulent électrifier en quelque sorte chaque petite route pour une impression finalement de modernité. Et de sécurité probablement. Oui, effectivement, de sécurité, mais
chacun sait que ce n'est pas dans les petites routes de campagne qu'il y a les criminels les plus avertis et les plus dangereux. Il y a des gens qui fuient les villes. D'ailleurs, au cœur de cette fuite, de ce white flag qu'on constate dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, il y a souvent le non-dit de la question de l'immigration. De l'immigration de masse, de l'immigration de peuplement, de populations entières venues d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, et qui poussent beaucoup d'habitants des villes moyennes, en particulier de toutes les zones urbaines, qui sont déjà devenues des sortes de dortoirs, à quitter ces zones pour aller plus au cœur encore des campagnes françaises. Et la Normandie, d'une certaine façon, ce n'est pas nouveau, progressivement devient une sorte de banlieue de l'Île-de-France. Et cela, c'est le cas aussi dans d'autres régions voisines de l'Île-de-France. Je pense par exemple au Loiret, le pays chartrain également est concerné. Et d'une certaine façon, il y a une urbanisation du fait de ce white flag qui viennent avec leurs mœurs, avec leurs attentes, avec leurs manies. Je pense à certaines communes où on voit se développer des galeries d'art, des salons de thé, un petit peu qui poussent un peu comme des champignons, mais un peu de façon hors sol, dans le sens où ces commerces ne vivent finalement que de cette nouvelle clientèle qui vient avec ses préjugés très, très rousseauistes sur la nature, sur la campagne. On voit aussi des conflits entre justement ces néo-ruraux et les pratiques de chasse, les pratiques cynégétiques dans nos campagnes, qui posent de plus en plus de problèmes de voisinage. Donc, la campagne, pour revenir à cette remarque initiale, n'est pas faite pour tout le monde. Ce retour à la terre n'est évidemment pas un appel pour tout un chacun qui habite en ville, même si c'est une soif souvent récurrente, un fantasme, une sorte de serpent de mer qui revient régulièrement dans les milieux militants, de cette envie de quitter les centres urbains devenus, pour ainsi dire, invivables, pour faire cette expérience du réenracinement, mais qui est très largement fantasmée, et qui aussi, on pourrait faire une deuxième remarque, est très largement antipolitique. Je dirais même que cette envie, ce besoin est romantisé dans le sens où beaucoup de gens avec qui on peut parler, des gens plutôt de notre idée, de notre point de vue, vont imaginer qu'ils peuvent se faire agriculteurs, fermiers, paysans, campagnards en un instant. Il faut savoir que, par exemple, faire pousser des tomates ou ne serait-ce que faire pousser des fleurs, ça ne s'improvise pas. Il y a des questions de terreau, de terre, d'ensoleillement, etc., qui ne peuvent pas se prévoir si on ne connaît pas déjà le terroir où l'on habite. Oui, il y a aussi la question de la saisonnalité, parce qu'on ne fait pas son semis à n'importe quel moment de l'année. Il y a pour chaque espèce, pour chaque essence, il y a une période à laquelle on sème. Il y a des entretiens à faire aussi sur les plants, les jeunes plants. Il s'agit parfois aussi de faire certains traitements avec des pesticides naturels, certes, mais pesticides tout de même. Donc il faut entretenir tout cela, et ça ne s'improvise pas, ça demande un vrai savoir-faire. Et vous allez nous partager quelques expériences de ce savoir-faire agricole, on va dire, mais dans cette logique qui est la nôtre, sur Fréquence Orage d'Acier, de la quête d'autonomie. Je rappelle à nos auditeurs que notre projet, décalqué des deux grands mots d'ordre de Dextra, qui est l'organisation mère de cette émission de radio, nous avons deux mots d'ordre que sont l'enracinement et l'autonomie. Enracinement, je ne détaille pas, ça pourra donner lieu à une émission, je pense qu'on parlera à ce micro prochainement l'œuvre magistrale de Simone Veil sur ce sujet. Et le deuxième mot d'ordre, donc autonomie, c'est-à-dire la capacité pour une personne ou pour une communauté de se donner à lui-même ses propres normes, ses propres lois, ses propres usages, aussi de ne dépendre d'aucune autre puissance, d'aucune autre autorité pour l'entretien de l'unité considérée, que ce soit, encore une fois, une personne, une famille, une communauté. Essayer de produire sa valeur nécessaire à son entretien et à sa croissance par soi-même. Donc cette logique de l'autonomie, c'est aussi la capacité à se soustraire d'abord à la dépendance à l'égard de l'industrie, l'indépendance plus globalement à l'égard du système capitaliste, au système marchand, mais également indépendance à l'égard de l'État. Indépendance à l'égard des subventions, indépendance à l'égard de la dépendance de toutes les aides qui viennent toujours avec des contreparties de contrôle et de soumission à leur pratique et leur idéologie. Donc autonomie, ça veut dire aussi la capacité à produire soi-même, donc capacité aussi à aller au réel, aller au concret, à produire des choses de ses mains, donc aussi à l'acquisition de savoir-faire.
va évoquer quelques-uns de ces savoir-faire agricoles. Un qui plaira à nos amis militants parce que je sais qu'ils aiment la bonne chair. On pourrait commencer peut-être par l'entretien du verger en vue de produire des boissons et des flacons de miracle, à la fois du cidre, du pommeau et également du calva. Alors François, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, commençons déjà par le verger. Comment est-ce que ça s'entretient? Comment est-ce qu'on procède ensuite à la récolte, puis à la transformation en vin de pomme? Alors un verger, premièrement, c'est un espace de terre forcément où l'on a planté, où nos ancêtres ont planté, ou pourquoi pas même nous, ont planté des arbres fruitiers. Je pense par exemple aux pommiers, aux poiriers, des noyers même peut-être, pour faire du vin de noix par exemple, c'est très bon. Donc il faut sur un verger en fait simplement planter, disons à 3 ou 4 mètres d'écart des pommiers qui donneront du fruit plusieurs années après. Donc déjà c'est un apprentissage de la lenteur, puisque voir pousser son pommier et même l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut le tailler ses branches, puisque les branches pleines de fruits forcément pèsent beaucoup plus qu'une branche qui est asséchée. Donc il faut couper simplement pour pas que l'arbre ne se scinde en deux et ne se brise, et donc qu'il ne soit plus productif. Pour revenir au cidre, le cidre en fait c'est une boisson qu'il y a quelques années tout le monde faisait par chez nous. Maintenant disons que ça se perd, puisqu'il faut entretenir les barriques, il y a tout un travail autour de ça que je me propose d'ailleurs de vous expliquer en 2 mots, puisque donc les pommes en fait donc les arbres fleurissent, ensuite les pommes apparaissent. Il faut donc procéder au ramassage des pommes aux alentours du mois d'octobre, octobre-novembre, selon l'espèce de pomme, puisqu'en fait un cidre est en fait un mélange de différents crus, des pommes amères, des pommes acides, des pommes sucrées, et ce cru va donner en fait un cidre qui est unique sur son terroir. En fait, on pourrait comparer ça avec les vins, par exemple. Même si, dans le cadre du cidre, c'est plus un assemblage qu'un réellement un terroir avec ses minéraux, etc. Donc, quelles sont les espèces de pommes pour le cidre? Je veux dire, toutes les pommes conviennent, ou les pommes qu'on trouve dans le commerce ne conviennent pas, par exemple? À vrai dire, je ne sais pas si on peut faire du cidre avec. Ce qui est important, en fait, c'est que simplement quand les pressant, il y a du jus et il y a du sucre. Donc, j'imagine que les pommes du commerce peuvent tout à fait se presser pour en donner du mou et du cidre. Donc, il faut en fait simplement toute pomme en fait peut donner du cidre, selon moi, ce que certains pourraient même nier. Chez nous, nous avons environ une centaine de pommiers qui nous servent à faire du cidre, et nous n'avons jamais en fait calculé les ratios, l'assemblage qu'il fallait faire. Donc nous, notre technique, c'est de ramasser tout. Alors on le faisait à la main il y a quelques années. Maintenant, on a acheté une machine, puisque quand on ramasse 2 tonnes de pommes, il faut quand même avoir un peu de temps, parce que ça prend quand même plusieurs jours. Donc le ramassage se fait aux alentours du mois d'octobre, novembre, idéalement sur des pommes qui sont déjà tombées à terre, ce qui suppose d'être assez réactif, puisque une pomme qui est tombée à terre, forcément, est en quelque sorte contaminée, c'est-à-dire qu'elle tout de suite elle se elle se charge de plusieurs germes et en fait de moisissures, ne serait-ce que le fait qu'elle tombe, c'est une moisissure en puissance. Donc on ramasse les pommes vers le mois d'octobre-novembre. Ensuite, l'idéal pour faire vraiment un cidre qui a du goût, c'est de laisser donc d'ensacher ces pommes, de les mettre dans des sacs de jute, comme les sacs de pommes de terre, on va dire. Ensuite, l'idée c'est de les nettoyer pour en fait essayer d'enlever tous les germes dont je venais de parler, les mouches qui seraient mortes, la terre même qui est résiduelle. Donc de les laisser, de les nettoyer, de les laisser sécher à l'abri. Et ensuite, on les laisse environ 3 semaines, comme ça, faire une maturation, disons, qui n'est pas faite sur l'arbre. À ce moment-là, il s'agit donc de les presser. Les presser, donc en général, on a souvent l'image d'Épinal du pressoir, vous savez, cette énorme de cuve en bois, avec pourquoi pas, dans l'image, c'est un âne qui tournerait pour faire tourner la vis pour presser les pommes. Ça, à vrai dire, ça n'existe plus, puisque maintenant il y a des presses hydrauliques qui sont en quelque sorte déjà beaucoup plus hygiéniques, puisque lorsqu'il s'agit de faire de produire quelque chose, en fait, l'hygiène est très très importante. On pense par exemple, effectivement, avant on faisait le cidre en intercalant en fait des cales de bois avec de la paille. Or aujourd'hui, par exemple, celui qui voudrait faire ça, c'est en quelque sorte contre-productif, puisque
On pourrait penser que c'est quelque chose de plus naturel, puisque voilà, on utilise la paille, etc. Mais en fait, cette paille est, pour la plupart du temps, polluée. C'est-à-dire qu'elle est bourrée en fait de pesticides. Donc lorsqu'on va presser la pomme contre cette paille, les pesticides forcément vont se dégager et vont arriver dans le jus. Donc nous, on utilise une presse hydraulique. Donc voilà, simplement on met les pommes, on presse. Le jus arrive donc dans une barrique. Idéalement dans une barrique en bois, même si pour des raisons d'hygiène, c'est pas l'idéal, puisqu'il y a déjà donc des ferments qui sont présents dans ces barriques à l'état naturel, dans ces barriques de chêne. Et pour en fait éliminer tous les ferments, tous les mauvais ferments, il faut soufrer ces barriques. Donc déjà on ajoute du soufre, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc nous utilisons des barriques en plastique. Effectivement, c'est moins dans le mythe, on va dire, mais c'est en tout cas ce qui, à mon sens, est le plus hygiénique et le plus à même de faire un produit de qualité, puisque on peut essayer de faire quelque chose de bio, etc., etc., mais en fait, si à la fin c'est pas bon, ça ne sert à rien. Autant ne pas se lever le matin pour le faire. Donc on met environ en cuve fin novembre, début décembre. Ensuite se passe donc la fermentation. Donc, ce qui se passe donc dans la cuve, c'est qu'on a toutes les lies. Il y a en fait une partie des lies qui remonte en surface et une partie des lies qui est en bas. Et il s'agit dans un premier temps, quelques jours après avoir pressé les pommes, donc avoir récupéré le jus, de soutirer. Soutirer, ça veut dire qu'on extrait le jus de la cuve pour le mettre dans une autre cuve, en essayant d'enlever au maximum les lies. Les lies et le chapeau en fait qui est en tous les résidus, la peau des pommes par exemple, pour en fait essayer de stopper en quelque sorte la fermentation qui se fait naturellement en fait sans forcément ajouter de ferment, pour en fait qu'elle soit la plus lente possible, puisqu'une fermentation lente est gage d'un produit de qualité. Donc l'idéal, le minimum qu'on puisse faire en fait, c'est de soutirer 2 fois la cuve. Alors soutirer, comme je l'ai dit, donc c'est simplement en fait transvaser le jus d'une cuve à une autre en essayant en fait d'enlever le maximum les impuretés, les saletés, etc. Sachant que cette cuve doit être dans l'idéal hermétique. Donc en fait on met une bonde dessus. Une bonde, c'est, on pourrait dire une sorte de, donc il y a le bouchon, c'est de mettre une sorte de bouteille remplie d'eau avec un bouchon, et en fait en fermentant forcément le gaz se dégage, et en fait le gaz va relever la bonde sans laisser entrer d'air extérieur. Une fois donc qu'on a fait ça, ça dure quand même peut-être, disons jusqu'à fin janvier. Fin janvier, on doit arriver en fait à un cidre qui, selon le cidre que l'on veut faire, un demi-sec, un brut, un doux, il arrive en fait, disons qu'en fait il faut le peser avec un pèse-cidre qui nous donne en fait la teneur en sucre et la teneur en alcool qu'on peut obtenir. L'idéal, c'est de mettre donc le cidre en bouteille à 1023 pour faire du cidre brut. Et à ce moment-là, lorsque le cidre atteint 1023, on peut le mettre en bouteille. Le mettre en bouteille, alors il y a certaines légendes ou certaines traditions, pourrait-on dire, qui nous expliquent qu'il ne faut pas mettre le cidre en bouteille un jour de pleine lune, puisque sinon, cela conduirait à un cidre qui serait trouble. Donc on met simplement en bouteille le cidre, on le bouche, et ensuite il fait lui-même une deuxième fermentation en fait, qui lui donne les bulles. Lorsque l'on met le cidre en bouteille, il n'a pas de bulles, et il fermente en fait dans la bouteille pour faire une boisson pétillante. Et cette boisson pétillante, qui se fait donc dans la bouteille, si c'est mal dosé, en quelque sorte, les bouteilles peuvent exploser, puisque ça sera un cidre en fait qui sera encore trop chargé en sucre. Donc l'alcool, enfin la transformation va se faire d'une façon trop brusque et donc va en fait dégager trop de gaz et va tout simplement faire exploser les bouteilles. Ce que j'ai aussi oublié de vous préciser, c'est qu'il existe, c'est que... Dites-moi François, qu'est-ce qu'on fait des résidus de fruits qui restent au fond de la cuve ? Alors les résidus de fruits qui restent au fond de la cuve,
ou même les résidus des pommes pressées, puisque une fois que les pommes ont donné leur jus, il reste forcément des morceaux de peau, en fait, le mou en quelque sorte. Ce mou, généralement, on le donne aux vaches à manger, donc ce qui permet de réduire les déchets, ou on peut même les pendre dans le jardin pour en faire de l'engrais naturel, enfin disons pour nourrir un peu la terre. Vous pouvez mettre ça dans votre verger, par exemple? On peut en fait le mettre partout, donc dans le verger, au pied des pommes, oui, c'est possible. Alors il me semble que ça doit sûrement acidifier le sol. Donc en général, on le donne aux vaches, ce qui peut aussi en fait avoir un effet accidentel ou collatéral, c'est que les vaches en fait en mangeant, effectivement peuvent être un peu alcoolisées et surtout en fait gonflent, puisque forcément en fait une autre fermentation se passe dans leur estomac. Dans leurs deux estomacs. Ouais, dans leurs deux estomacs. Et à ce moment-là, voilà, les vaches gonflent, mais bon, sans que ça soit très très dangereux. En réalité, voilà, ça s'élimine assez bien. Ensuite, donc j'en reviens une fois que le cidre est mis en bouteille, cela nécessite quand même un petit peu de matériel, puisque ne serait-ce que bon, la presse, peu de gens ont une presse hydraulique chez eux, donc il s'agit donc de faire venir en fait, on dit faire venir la presse, donc il y a quelqu'un, un agriculteur du coin ou même parfois un entrepreneur qui est un peu polyvalent, qui fait à la fois du terrassement, voilà, et qui sort sa presse au mois d'octobre, au mois de novembre, décembre. Donc il vient avec la presse, donc ça nécessite donc oui du matériel, parce qu'il faut avoir une presse et ensuite il faut avoir des cuves. Disons que pour commencer du cidre, en fait, un investissement pour faire les choses bien, ça nécessite, disons, 300, 400 euros quand même, puisque le ramassage des pommes, forcément, ne coûte rien si on le fait à la main. Ensuite, faire venir la presse, ça a un coût, mais bon, c'est pas non plus excessif. Les cuves, puisque des cuves en polyéthylène, donc en plastique alimentaire, ça représente quand même une petite somme. Et ensuite, on peut les mettre en bouteille directement au robinet de la cuve, mais il existe des systèmes en fait qui remplissent les bouteilles, non pas automatiquement, mais disons qui non pas qui mécanisent, mais qui simplifient largement la tâche. En fait, vous avez simplement un tuyau qui descend de la cuve, qui va dans un bac. Ce bac en fait se remplit. On met la bouteille sur sur une sorte de tétine. La bouteille se remplit. En fait, elle remonte dès qu'elle est remplie, dès qu'elle est suffisamment remplie. Donc ça nécessite un peu d'investissement, mais bon, tout ça est ça reste assez sommaire quand même. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon voilà, si l'idée c'est juste de boire du cidre sans avoir le plaisir de le faire, si c'est une corvée, ça ne mène à rien, puisqu'en fait, objectivement, il est en tout cas dans les premières années moins cher d'aller acheter du cidre au supermarché que d'en faire soi-même. Oui, enfin, ce sera jamais la même expérience, parce que j'en parlais tout à l'heure, l'expérience de l'autonomie est une expérience en elle-même enrichissante. Il s'agit aussi de s'occuper utilement, plutôt que de passer tout son temps, comme le fait malheureusement une trop grande proportion de la jeunesse, devant les réseaux sociaux ou devant les consoles de jeux. C'est un peu l'idée, c'est de proposer là des activités justement enrichissantes à tous les sens du terme, parce qu'on peut aussi commercialiser un petit peu alentour, n'est-ce pas, de façon d'ailleurs tout à fait contrebandière, cet alcool, puisqu'il ne sera pas étiqueté par les services des douanes, et c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça que les Boches n'auront pas, comme on disait jadis. Exactement, mais ma remarque était dans le sens où il ne faut pas croire qu'en allant vivre à la campagne, on fait forcément des économies, puisque vivre d'amour et d'eau fraîche, ce n'est pas possible en quelque sorte. Même, quand bien même on a un verger, on peut faire du cidre, du miel, des confitures, etc. Cela ne suffit pas simplement à payer l'électricité ou l'eau. Si on n'a pas de puits, nous avons un puits, donc ça pose pas de problème. Mais voilà, il faut payer l'eau, par exemple, ne serait-ce que pour nettoyer les cuves. Donc on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche tout le temps. Et pour revenir sur la contrebande, le cidre de contrebande, disons que ça s'achète, mais en fait c'est pas très très intéressant puisque voilà, en fait il y a beaucoup aussi de manutention, parce que les bouteilles, pour faire quelque chose de pas très très cher, il faut consigner les bouteilles. Donc c'est-à-dire que les bouteilles on les prête, enfin les bouteilles, je parle du verre en fait, la bouteille vide, on la donne au client qui lui après doit nous la ramener. Donc c'est plutôt moi, je me sers plutôt de mon cidre pour, voilà, quand je suis invité chez des amis, je ramène une caisse de 6, on se la fait dans la soirée, puis je repars avec mes bouteilles, je les nettoie, et puis voilà, ça pose pas de problème. Par contre, la contrebande se fait plutôt sur le Calvados. Le Calva, donc l'eau de vie de cidre,
d'ailleurs qui était très très contrôlé il y a une trentaine d'années, où il y avait même des barrages de douane pour surveiller la contrebande de Calvados. À mon avis, ça s'est un peu targué, puisque déjà les gens consomment beaucoup moins d'eau de vie, pour la simple et bonne raison que maintenant les condés sont au coin de la rue pour vous faire souffler dans le ballon. Ben justement, François, puisqu'on y est, on est sur le Calva. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon vous allez transformer votre jus de pomme en Calvados? Alors, comment transformer un cidre en Calvados? C'est en fait c'est très simple. Euh, alors déjà, on ne peut pas le faire soi-même, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, des taxes et des droits à payer sur cette marchandise. Alors, il semblerait que le privilège de bouilleur de cru se soit éteint, pour simplement, il y en a encore qui sont certains sont encore titulaires, mais il semblerait qu'il se soit éteint pour leurs descendants, puisque c'est un privilège qui était transmissible de père en fils. Donc il s'agit donc on a son cidre, qui est très bien. Il faut après faire venir le bouilleur de cru, qui est pareil, un gars du coin qui a sa bouillotte. Donc en fait son alambic qui balade derrière son tracteur. Il se met on va dire sur la place du village, en sonnant avant, si vous voulez, un peu comme le cirque qui passerait pour annoncer sa présence. Enfin, tout le monde sait qu'il va passer tel jour. Ou le marchand de glace? Oui, voilà, le marchand de glace. Donc il faut simplement en fait lui amener notre jus. Lui il le fait chauffer, donc ça se passe comme une distillation très très classique, donc à savoir qu'on fait chauffer en fait le cidre. Alors d'ailleurs, pour le faire chauffer, en fait chaque cuve, chaque alambic en fait a sa patine, puisque il y a forcément dans le fond de la cuve, on va dire des résidus, des morceaux en fait brûlés. Disons une couche en fait de Comme un culot de pipe en fait. Ouais, voilà, exactement dans cet ordre-là. Donc on fait chauffer le cidre. Le cidre donc l'alcool s'évapore. Et en fait, l'alcool est récupéré après par condensation. En fait, il suffit simplement de faire passer un tuyau d'eau froide et sort à la fin le nectar tant attendu. Oui, les amateurs de whisky d'ailleurs apprécieront parce que je sais que il n'y a pas de whisky semblable et les mêmes principes s'appliquent, c'est-à-dire la longueur de la tuyauterie, par exemple, qui va refroidir le liquide, va avoir un rôle. Est-ce que c'est du cuivre ou est-ce que c'est de l'étain? Et ça, chaque alambic, chaque boutique d'alchimiste, d'une certaine façon, va avoir sa pâte qu'elle va laisser finalement au produit final. Ça me rappelle un souvenir lorsque nous avions été en Normandie, du côté du Beaupetois. Nous avions rencontré un vieil agriculteur du nom d'Augustin qui faisait son calva, son pommeau, son cidre, et qui faisait lui-même la cuisson d'ailleurs. C'est lui-même qui avait l'alambic, je crois de manière totalement illégale. Hein. Il est mort maintenant, il y a prescription, donc je crois que je peux en parler. Et il faisait, je crois, le meilleur calva du Beaupetois, sinon de toute la Normandie. Là, il y aurait débat. Mais enfin, c'était vraiment une expérience d'un voyage dans le temps, en fait, de rencontrer ce vieil agriculteur, parce on sentait chez lui une maîtrise, une passion pour la matière qu'il travaillait, et ça se retrouvait, tout cet amour qu'il mettait bien sûr dans la distillation se retrouvait dans le produit, qui était véritablement une merveille, et qui disparaît un petit peu. Vous l'avez dit, François, les privilèges de bouilleur de cru ne cessent de s'amenuiser, puisque c'était, vous l'avez dit, un droit jadis héréditaire, mais qui ne l'est plus. L'État voulant en fait contrôler les pratiques sociales dans les campagnes, ce dont il a tort d'ailleurs, parce que l'alcoolisme ne recule pas, il a plutôt tendance à progresser, mais ce sont des pratiques nouvelles. Le binge drinking, enfin toutes ces pratiques d'alcoolisme en fait, Dégénérescent. ouais, et de défonce quoi, tout simplement. Oui. Oui. Et donc pour continuer donc sur le calva, donc l'élixir simplement coule donc dans une barrique, elle qui est en chêne, en fait pour lui donner simplement sa couleur et son goût. Ces fûts de chêne, pareil, il faut les nettoyer. Et chaque année, l'élixir qui est à l'intérieur, l'eau de vie, qui a déjà, lorsque le calva est bon, un goût de pomme, mais qui en fait est un alcool blanc, va en fait se teinter. Vous connaissez tous sûrement l'expression la part des anges, qui est en fait l'évaporation de l'alcool dans le fût, puisque comme c'est un fût en chêne,
généralement en chêne, il respire, donc forcément il y a des échanges gazeux en fait entre l'alcool et l'air extérieur. Et il s'agit donc par exemple pour avoir un calva un 20 ans d'âge comme on dit, généralement ce n'est pas un seul fût. C'est-à-dire qu'en fait on a fait par exemple 3 fûts de l'année 2010. Les 3 fûts au bout de quelques années ont diminué en quantité et en fait on retransvase dans un fût ces 3 fûts pour en faire un seul. C'est pour ça en fait que généralement l'alcool vieillit est beaucoup plus cher puisqu'on avait disons imaginons 30 litres en année 2010 et en 2030 il en restera plus que 10 litres, le reste étant évaporé et s'étant bonifié. Enfin, ce qui reste plutôt, c'est bonifié pour avoir une belle couleur et même un arôme beaucoup plus prononcé. Quelle est la proportion de la part des anges par année? Il y a une évaporation de quoi, 10%? Alors, vous donner un chiffre comme ça, je pourrais pas le dire. Après, ça dépend des conditions météo, en quelque sorte. C'est-à-dire déjà la conservation. Si c'est dans une vraie cave ou si c'est généralement c'est dans une cave, mais tout dépend de la température de la cave. L'idéal de la température, c'est entre 13 et 20 degrés, quoi, disons. Est-ce qu'au-delà de 20 ans, un calva de 30 ans, se bonifie encore, ou est-ce qu'il y a un moment donné où finalement ça se stabilise et on atteint d'une certaine façon le sommet de ce que peut donner le produit? S'il se bonifie ad vitam, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a effectivement une limite. Après, disons que après c'est, on va dire, pas du piège à touristes, mais c'est du mythe en quelque sorte. Avoir par exemple une bouteille de calva de son année de naissance, disons une année de naissance, s'il a été mis en bouteille 3 ans après l'année de naissance, ça n'a aucun intérêt. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir un calva qui est resté dans le fût jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à très peu de temps. Mais en fait, du moment que le calva est en bouteille, ça va être l'heure de la pause musicale, François, mais avant, le Hall of Shame. On se retrouve juste après. Shame. 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 Cette semaine, je voudrais remercier Olivier qui nous a fait un don de 2 € et qui nous dit le message suivant: de la culture, de l'intelligence, la gouaille de Monsieur K, une très bonne équipe. J'écoute Méridien Zéro depuis un certain temps et votre excellence m'oblige à apporter mon obol à la cause. Amitié. J'aimerais bien une émission spéciale Astérix sur les Gaulois et la culture gauloise, religieuse, sociale, anthropo et militaire. Un point sur l'archéologie récente aussi, etc. Histoire de mettre une quenelle à tout ce que nos grands ancêtres barbares, blonds et de taille haute, dixit un auteur romain, Strabon il me semble, n'aurait jamais existé ou n'aurait été qu'une simple invention de César. Mes amitiés à l'équipe. Un don extrêmement généreux de John Mosco qui nous fait un don de 100 € et qui nous dit: Monsieur K et l'équipe d'OA, continuez avec prudence, courage, tempérance et justice dans l'équilibre par la foi, la charité et l'espérance. Merci beaucoup, John Mosco. Donc je suppose que vous souhaitez, en faisant un don de 100 €, probablement nous rencontrer. Donc n'hésitez pas, John Mosco, à nous envoyer un message privé afin que l'on convienne d'une rencontre avec vous, soit pour enregistrer, soit simplement une rencontre conviviale avec l'équipe. Message également de Austrasienne, qui nous fait un don de 40 € et qui me dit: dans votre émission du 13 novembre, Julien Langella a évoqué une grande église dans le nord de la France qui s'est transformée en discothèque un soir. Je pense qu'il s'agit de la basilique Saint-Vincent de Metz, dans laquelle s'est déroulée une grosse teuf le jour de Pâques 2016, ce qui a en effet enflammé les réseaux sociaux. L'histoire de cette basilique depuis 40 ans est un cas d'école de la déchristianisation de notre pays voulu par ses élites, entre guillemets, mais aussi par une partie des clercs de l'église conciliaire avec le lâche assentiment de l'autre partie. Elle n'est pas abandonnée, même si nous sommes bien désemparés face à la perversité de la municipalité. Elle met en lien un article de christianophobie, vous pouvez retrouver ça aisément, donc sur la basilique Saint-Vincent. Bravo pour vos émissions, continue-t-elle, particulièrement celles avec les jeunes gens d'Academia Christiana qui sont vraiment revigorantes. Voilà, j'en profite pour saluer nos camarades d'Academia Christiana qui font un travail utile. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur leur site internet, sur leur page Facebook, pour vous inscrire dès à présent pour leur université d'été qui aura lieu cette année, comme d'habitude, en Normandie. Je vous remercie également, Karl Hugo, pour votre don de 1 €. Je voudrais remercier tout particulièrement pour ses contributions présentes et à venir, notre camarade Le Barde, qui est celui qui a réalisé le montage, le collage sonore, la musique avec la voix de Manuel Valls, qui a été particulièrement apprécié. Cette semaine, à la fin de l'émission, je posterai sa création originale autour des paroles de Jacques Attali sur les pantalons à une jambe. Je vous laisse découvrir ça. Merci au Barde. Et je lui dis à vous comme à lui, rendez-vous pour la prochaine Enigma
à découvrir bientôt sur cette antenne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver notre page Tipeee, commenter en bas de cette vidéo, commenter sur le blog de Méridien Zéro, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Venez troller, ça fait toujours plaisir de vous mettre des mornifles. On va écouter maintenant le titre Dégénération du groupe Mes Aïeux. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Après cette pause musicale en compagnie du groupe Dégénération, du titre Dégénération du groupe Mes Aïeux. Nous allons reprendre nos échanges avec François au sujet de cette expérience à la ferme, cette journée à la ferme, à faire du calva, du pommeau. François, dans les fermes, on trouve aussi des ruches. On peut y faire du miel, je crois que vous-même vous en faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet univers un peu ésotérique pour nos auditeurs et pour moi-même ? Alors vous avez parlé du pommeau à l'instant, je crois que je n'avais pas précisé comment faire le pommeau. En fait, en 2 mots, c'est simplement un mélange de calva et de jus de pomme qui se bonifie pareil dans un fût en chêne. Donc c'est très simple. D'ailleurs, c'est un alcool qui est assez peu connu en fait en dehors de la Normandie et ça se boit en kir normand par exemple, une petite bouteille de pommeau avec une petite goutte de pommeau en fait comme un kir à la cassis mais simplement avec du cidre et du pommeau. S'agissant de l'apiculture, effectivement, beaucoup par chez nous ont des ruches et moi-même avec mon père, j'en ai environ une bonne dizaine, disons. Et nous sommes sujets à de nombreuses maladies pour les ruches et de nombreux prédateurs. Je pense notamment aux frelons asiatiques. Certains en ont sûrement entendu parler. C'est donc un animal qui nous vient d'Asie, comme son nom l'indique, et qui a remonté, je crois,
des premiers spécimens ont été aperçus au mois de septembre, je crois, en Normandie. Donc, ce sont en fait des énormes frelons qui mangent tout simplement les abeilles. En fait, ils se placent sur la planche de vol, là où les abeilles rentrent dans la ruche, et voilà, font leur festin. Vous voulez dire qu'ils mangent le miel que produisent les abeilles ou ils sont cannibales, ils tuent les abeilles? Non, ils tuent les abeilles. C'est-à-dire que le miel ne les intéresse pas. C'est simplement la chair fraîche, en fait, la chair fraîche des abeilles qui les attire. Il y a aussi d'autres prédateurs qui sont qui sont beaucoup plus connus. Il y a le varroa, par exemple, qui a une sorte de ver qui lui se niche, pareil, dans la ruche, et donc qui mange le couffin. Donc le couffin, c'est en fait ce qui est appelé à devenir le miel. Voilà. Donc qui dépeuple la ruche. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque dans les clubs d'apiculture, beaucoup ces dernières années ont tenté de faire des croisements et en fait à leur insu, on crée en fait des maladies. Chez nous, enfin dans mon coin, je vais pas le dire puisque les personnes concernées se reconnaîtront directement, mais il y a un club d'apiculture de l'autre côté de la Seine qui a voulu voilà, faire des croisements, des essais, et finalement ça a mené une maladie où beaucoup ont perdu leur ruche et leur cheptel. Sachant qu'il y a aussi, il y a souvent aussi des essaims, donc des essaims d'abeilles, parce que les abeilles à l'origine sont quand même sauvages, donc il s'agit en fait de capter l'essaim pour essayer de le faire rentrer dans une ruche. Donc les gens appellent, voilà, j'ai un essaim sur la branche de mon pommier, il faut venir le chercher. Avant, les pompiers faisaient ça gratuitement. Aujourd'hui, c'est un service qui est facturé par les pompiers. Donc le mieux, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, vous appelez un apiculteur. Lui, en général, ne vous fera pas payer le déplacement puisqu'il est content de récupérer une ruche. Sachant qu'il existe en fait toute une économie de l'apiculture, puisqu'on peut même acheter des reines. Des reines, en fait, tout le monde doit sûrement connaître le principe de la ruche, c'est qu'il y a une reine qui, en fait, pond les œufs, qui, après, peut se faire féconder. Et lorsque la reine meurt, la reine, en fait, c'est simplement une abeille qui est plus grosse, il n'y en a qu'une seule par ruche. Lorsque la reine meurt, en fait, les abeilles sont comme sans leur prince, donc elles sont perdues. Et il s'agit lorsque c'est le cas, donc de réintroduire une reine exogène et d'essayer de faire en sorte que les abeilles l'adoptent pour que la ruche survive. Donc pour faire simple, en réalité, les abeilles travaillent toutes seules selon le milieu où elles sont. C'est-à-dire que par chez nous, on a beaucoup de colza, par exemple. Donc elles font du miel de colza, un miel qui n'est pas très très bon, d'ailleurs qui sent très fort et qui n'est vraiment pas de bonne qualité. On fait donc du colza, donc forcément tout le monde connaît donc au moment du printemps, au moment de l'été, sachant qu'il y a donc deux récoltes, une au début du printemps, enfin une au printemps et en fait une fin août début septembre. Sachant qu'en fait ce qui est difficile c'est de faire passer l'hiver aux ruches, puisque les ruches forcément l'hiver en fait elles hibernent, donc elles sortent beaucoup moins. Et là, à ce moment-là, il suffit de les nourrir, donc de leur mettre en fait, du sucre pour qu'elles se nourrissent directement, pour en fait qu'elles puissent tenir jusqu'au printemps. Au printemps, ressortir, aller butiner les fleurs. Ensuite, en fait, on charge, si vous voulez, la ruche. Donc c'est un espace, c'est une sorte de cube. Et en fait, on charge au fur et à mesure. Les abeilles commencent à remplir en fait de miel la partie inférieure de la ruche, en fait ce qui est en dessous du toit. Ensuite on rajoute une couche, ce qu'on appelle une hausse, en fait un étage rempli de cadres qui est déjà formé. En fait elles ont juste à créer les alvéoles et à remplir de miel. Et une bonne ruche peut donner je dirais une 30aine de kilos peut-être. C'est très intéressant de vous entendre parler de la vie des abeilles dans nos campagnes, parce qu'en fait c'est une véritable métaphore politique. Bon, d'abord, il y a la reine, et vous le disiez tout à l'heure, lorsque la ruche perd sa reine, elle est d'une certaine façon orpheline sur le plan politique. Toute ressemblance avec la situation de la France n'est pas fortuite. Je vois ensuite la métaphore du frelon asiatique avec la question migratoire et le caractère, je dirais, prédateur de ces populations, en fait, de ces espèces qui ne sont pas endémiques et qui viennent finalement perturber l'équilibre d'un biotope qui autrement fonctionne très bien, qui est travailleur et qui produit son fruit.
Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que sur cette métaphore du frelon asiatique, on pourrait même aller un peu plus loin, puisque les frelons asiatiques habitent dans des flaques d'eau, si vous voulez, dans des espaces où l'eau est stagnante, et on pourrait penser à la traversée de la Méditerranée, par exemple, en quelque sorte, là où est leur nid. Et on a déjà parlé de ça à ce micro, mais la situation des abeilles est très inquiétante, où on sait tous que sans les abeilles, l'ensemble des espèces végétales sont en très grand danger de stérilité, puisque c'est elles qui contribuent à la pollinisation des espèces végétales, de toutes les espèces végétales, y compris les espèces dont dépendent les hommes. Mais aussi, on parlait tout à l'heure de vos pommiers. Vos pommiers ont besoin des abeilles pour pouvoir être fécondés et donner donc des fruits. L'abeille est probablement une des espèces les plus indispensables à la vie sur Terre, probablement aussi à la vie humaine. La situation est très inquiétante des abeilles, vous l'avez dit, à la fois en raison de ces parasites qui se logent dans les ruches, ce ver varroa ou de ces frelons qui viennent cannibaliser nos ruches, mais aussi les pesticides. On en a dit un mot tout à l'heure lorsque vous parliez du cidre. Les pesticides les tuent en très grande quantité. On se souvient des campagnes d'alerte qu'avait lancées Philippe de Villiers contre le gaucho qui tuait les abeilles, mais aussi plus récemment les campagnes de journalistes comme Nouzille ou l'enquête de Cache Investigation sur l'impact absolument désastreux de l'emploi des produits phytosanitaires, entre guillemets, qui en fait sont des pesticides industriels et qui tuent les abeilles et qui compromettent tous les équilibres des écosystèmes français et européens. Alors, il faut pas non plus disons qu'il faut pas être aveugle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que la production de miel augmente. Donc des gens pourraient se dire, où est le problème? Effectivement, il y a des pesticides, mais finalement, il y a toujours autant d'abeilles puisque la production de miel augmente. En fait, tout cela est faux, puisqu'aujourd'hui, le miel en supermarché, par exemple, est un miel qui contient à peu près 50% de miel d'abeilles. Le reste étant en fait du sucre ajouté. Donc en fait, c'est plus du miel, tout simplement. C'est-à-dire que je crois que les chiffres sont peut-être pas exacts, mais je crois qu'en 10 ou 15 ans, la production de miel a augmenté de 50%, alors que le nombre de ruches, entre guillemets, stagne. Donc ce n'est pas que les abeilles produisent plus, simplement qu'en fait, on dilue la matière, quoi. Oui, soyez-en avertis. En effet, il y a une falsification en fait du miel du fait de l'industrie agroalimentaire. Et sachez aussi que le miel est un produit absolument miraculeux à bien des égards, puisque lorsque l'on a une plaie ou une brûlure, on peut appliquer du miel, ça aide considérablement à la cicatrisation. C'est un secours en fait apporté au corps humain pour la cicatrisation à la fois des brûlures et des coupures. Donc pour tous les bricoleurs, justement les agriculteurs qui sont toujours les mains au travail. Pour les mères de famille aussi qui sont exposées, vous pouvez utiliser le miel de cette façon, mais le miel aussi peut de mille façons aide à la santé humaine. Je pense aussi aux sous-produits d'une certaine façon du miel que sont le propolis, la gelée royale. Merci François. Donc toutes ces choses-là, renseignez-vous sur les vertus du miel et de ses dérivés et ce qu'ils peuvent vous apporter dans votre vie quotidienne. C'est aussi d'une certaine façon la panacée du paysan et du paysan normand. En plus de ça, en ces temps de grippe, tout le monde sait qu'une petite cuillère de miel le matin, ça ne peut ne faire que du bien. Et d'ailleurs, j'attire aussi l'attention des auditeurs sur le fait que Monsieur K le disait à l'instant, l'industrie agroalimentaire en fait falsifie le miel, mais ce n'est pas seulement l'industrie agroalimentaire qui le fait. Beaucoup même de petits producteurs de miel le font tout simplement pour maximiser le bénéfice, même si c'est un complément de revenu. 1 kilo de miel doit se vendre une quinzaine d'euros peut-être, c'est ça, une quinzaine d'euros. Donc si on met réellement que une livre, 500 grammes dans un pot et que le reste est du sucre un peu dilué ou même parfois importé, on peut aussi importer des fûts de miel en fait. Voilà, ça maximise les profits. Donc c'est pas parce qu'on achète du miel chez le paysan du coin de la rue que c'est un gage forcément de qualité et d'authenticité. Voilà, exactement. On le sait depuis Émile Pouget, qui a écrit ce livre sur le sabotage. Il explique que déjà, à la fin du XIXe siècle, l'ensemble de la paysannerie, du fait de sa fréquentation de tous les intermédiaires, de tous les go-between, avaient eux aussi commencé à falsifier le lait,
commençait à falsifier les produits aussi d'artisanat qu'il produisait, puisqu'on se souvient de ce tissu qui était payé à la livre, au poids, et que les paysans, lorsqu'ils tissaient ces tissus d'entrée de gamme, se chargeaient les doigts de graisse, et donc les toiles grasses en fait étaient vendues plus cher, évidemment, du fait qu'ils alourdissaient la quantité de toiles vendues. Ce n'est pas une nouveauté, donc voilà, il faut pas être dans un fantasme d'une paysannerie, d'un monde rural vierge, innocent, rustique et folklorique. Non, les campagnes sont parfois dans des situations de grande détresse, de grande falsification et même d'artificialisation. Je le rappelais lors de ma conférence devant les camarades d'Action française à Lyon. Les campagnes aujourd'hui sont des endroits plus artificialisés que les villes. Certaines zones, par exemple, je pense à la Beauce, le pays de Chartres, ce grand pays agricole, même sur le plan de la santé humaine, l'environnement y est beaucoup plus artificialisé que dans les villes, ce qui fait que dans certains coins de la campagne française, c'est devenu un véritable défi à la santé que d'y vivre. Je pense par exemple au Médoc ou à certaines régions on va dire de la Gironde, où on traite les vignes jusqu'à 16 fois par an, parce que le vin est devenu un produit financier, c'est plus un produit agricole. Et donc pour garantir le résultat, de la même manière, François, vous rappeliez tout à l'heure qu'il s'agissait d'alourdir en gros d'un demi qui de 500 grammes le kilo de miel. Là, il en va de même. Ce sont des purs investissements, des pures logiques comptables qui dominent, et au point que y vivre dans ces régions viticoles, c'est devenu vraiment dangereux pour la santé. Pour vous donner un seul exemple, les surfaces agricoles utiles en France dévolues à la vigne, c'est 3%, et elles reçoivent 20% des produits phytosanitaires. C'est-à-dire que le taux de concentration des produits pesticides et autres est absolument au-delà de toute norme. Donc je vous encourage là aussi à vous renseigner sur ce qu'il est possible de faire pour échapper à ces pollutions dans le vin, par exemple. Et j'ajouterais, pour terminer un peu sur le miel, c'est que, on le disait tout à l'heure, habiter à la campagne ne s'improvise pas, faire du miel non plus, puisque beaucoup aujourd'hui sont sujets des allergies en fait, simplement les allergies à la piqûre d'abeille, qui peuvent être en fait des allergies mortelles. Il suffit simplement de se faire piquer 2 ou 3 fois pour tomber dans le coma, et parfois de façon irrémédiable, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc ça nécessite un peu de prudence. Mais c'est quand même une activité très utile, donc pour ceux qui ont un bout de terrain, même aux abords des grands ensembles urbains, si vous avez un peu de terrain, vous pouvez vous initier après avoir fait, rempli les conditions, d'avoir vérifié que vous n'êtes pas allergique. Lancez-vous dans l'apiculture, je crois que c'est une expérience très tentante, on en parlait à ce micro avec Lucien Cerise, et vous ferez du bien au pays. C'est un véritable acte civique, parce que vous alimentez la population en abeilles, et d'une certaine façon, vous prolongez l'aventure à la fois agricole et l'aventure nationale. On va peut-être faire une petite transition vers d'autres activités de la ferme. François, en dehors du potager que vous avez devant chez vous, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot. Qu'est-ce que ça demande comme entretien d'avoir quelques espèces, je dirais quelques salades, des choux, des tomates, peut-être des pommes de terre, des oignons. Qu'est-ce que ça demande comme travail une fois que tout ça a été mis en place ? Alors ça nécessite effectivement énormément de travail, puisque ramasser le fruit ou le légume, c'est l'acte final. En attendant, il a fallu enlever les poussiers de la terre, retourner la terre, pourquoi pas la nourrir avec du fumier, donc ça veut dire faire son fumier. À cet égard, la basse-cour peut être utile, par exemple, vous voyez des lapins, les clapiers à lapins, on ramasse la paille, on la laisse un peu reposer, et on l'étend ensuite sur le lopin de terre. Ça nécessite énormément de travail, puisqu'après il s'agit d'arroser, de surveiller, pourquoi pas même de traiter, puisqu'il y a les limaces, on ne peut pas, disons que ça ne pousse pas tout seul, donc ça nécessite énormément de temps, et surtout de temps en réalité. Puisque les graines se procurent assez facilement dans les jardineries, etc. Mais ensuite, il s'agit simplement d'apprendre à faire pousser, puisqu'une pomme de terre ne pousse pas de la même façon qu'une endive, par exemple. Une endive doit être cultivée dans le noir, par exemple.
Alors qu'une pomme de terre, bon, ça pousse un peu partout les pommes de terre, mais ramasser les pommes de terre sans matériel, c'est quand même un sacré boulot puisque il faut retourner la terre, etc., etc. Pour ceux que ces expériences tenteraient, qui voudraient se lancer dans cette aventure, je vous le disais en introduction de cette émission, ce n'est pas une aventure pour tout le monde, mais vous pouvez vous référer, je crois, au livre de référence qui est sorti ces dernières années, qui est donc le guide Mon retour à la Terre, le guide du néo-rural de Nicolas Fabre, aux éditions Contre-Culture. Vous connaissez probablement la maison d'édition. Donc vous pouvez retrouver cet ouvrage qui finalement est un bon outil, un bon guide, où on y trouve en fait à la fois des choses, je dirais, psychologiques et théoriques, aussi bien que pratiques. Donc je vous renvoie à cet ouvrage pour ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure. Je rappelle que cette soif du retour à la Terre peut être pour la réponse à certaines attentes de certains d'entre nous, certains de nos camarades, mais encore une fois, il faut l'aborder sans fantasme, sans romantisme, et en s'attendant finalement à des déconvenues, François. Il ne faut pas croire que la Terre est une école d'humilité. Ce n'est pas une sinécure. Alors même si, comme vous le dites, contrairement à ce que vous disiez, François, ça pousse tout seul. Il y a du travail, mais ça pousse tout seul. Hein. Les hommes n'y sont pour rien. La nature est très généreuse. Je voulais d'ailleurs faire une remarque à ce sujet. Je le disais à nos camarades de Lyon. Le produit financier le plus performant de ces 40 dernières années, ce n'est pas les métaux précieux, ce n'est pas l'immobilier, ce ne sont pas les valeurs mobilières non plus, ce n'est pas l'action Apple, bien que tout ça ait connu des croissances formidables, aussi bien dans les métaux précieux que la pierre ou les nouvelles technologies. Mais il y a toujours des accidents dans ces marchés, toujours une grande accidentologie de toutes ces valeurs, même des valeurs dites refuges. La valeur qui a une courbe de croissance absolument continue et presque sans accident, et qui de toute façon sur le long terme est extrêmement rémunératrice, c'est la terre agricole. Et moi-même qui ai exercé la profession de conseiller en gestion de patrimoine, je peux vous dire que j'ai été très surpris de découvrir cela. La terre reste la valeur absolument cardinale, ce que d'une certaine façon l'ensemble du système veut garder à l'abri des regards des Français et des Européens, et en particulier des militants révolutionnaires. C'est cette vérité très simple qui n'a pas changé depuis la nuit des temps, que la terre, finalement, est la seule vraie richesse. Ça me fait penser à un petit passage de cette série Z de science-fiction qui a été Waterworld, mais c'est bien de ça dont il s'agit, une poignée de terre, de cette terre noire dont la France et l'Europe sont si généreuses. C'est la plus grande des richesses, c'est ce qu'avait compris l'aristocratie des temps anciens, et c'est dans cette perspective que nous faisons aussi cette émission, c'est pour orienter les regards de nos amis vers ces réalités. Donc si vous voulez devenir riche, la chose la plus utile que vous puissiez faire pour vous-même, c'est probablement de regarder de ce côté-là, du côté de la propriété de la terre, en particulier de la terre agricole. Alors encore une fois, sans romantisme et sans niaiserie, je voudrais, François, qu'on aborde une autre expérience très concrète, très pratique, les petits animaux dont vous nous parliez tout à l'heure, le clapier. Qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en place pour pouvoir créer une synergie justement entre notre petit potager et nos chers petits amis à poil et à plumes? Il s'agit donc dans un premier temps de leur donner un toit, donc lorsqu'il s'agit de poules, de leur donner un poulailler, en fait simplement un espace où elles rentrent le soir pour s'endormir, pour disons se coucher en quelque sorte, et surtout en fait de les mettre à l'abri des prédateurs, puisque on sait que les poules par exemple sont extrêmement convoitées par les renards. Donc il s'agit donc de couvrir, de mettre des grillages, de les engrillager pour que les prédateurs ne rentrent pas. Parce que le renard d'ailleurs ne mange pas les poules pour se nourrir, mais simplement pour le plaisir de tuer en fait. Il y a une vidéo en ce moment qui circule sur internet où j'ai vu ça. En fait, on voit un renard qui arrive dans un poulailler et plutôt que de prendre une poule et de partir pour la manger en toute tranquillité, il décime en fait le poulailler puis repart tranquillement avec une patte pour le 4 heures quoi. Ensuite, les poules, ça pose pas vraiment de problème, sauf pour lorsqu'on entrepose en fait leur nourriture, puisqu'il faut les nourrir avec du grain. Ce grain est souvent la convoitise aussi des rats et des rongeurs qui peuvent être, qui sont pas dangereux en réalité, mais voilà, qui peuvent
peuvent amener des maladies, etc., etc. D'ailleurs, qui sont des animaux extrêmement résistants. Mais après, ce n'est pas vraiment disons qu'ils ne chassent pas les poules, par exemple. Peut-être les œufs, tout comme les chats d'ailleurs, qui sont les chats sauvages qui peuvent manger les œufs. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de chasseurs se targuent de les tuer. À mon avis, ça n'a pas. Disons que le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre les chats sauvages et les chats domestiques. Donc ça peut poser d'autres problèmes. Après, s'agissant des lapins, simplement une cage, un clapier. Et les lapins aussi, l'avantage, c'est que ça mange tout, en fait. Donc les épluchures de légumes, les épluchures de carottes, de pommes de terre, c'est vraiment on dit que c'est un peu comme le pigeon, si vous voulez. C'est un rat volant, donc ça mange tout. Et en plus de ça, ça fait par contre beaucoup de petits. C'est sujet aussi à une maladie qui s'appelle la myxomatose, qui est d'ailleurs une maladie, je crois, qui a été introduite en Australie pour décimer en fait les populations de lapins qui sont énormes là-bas, en fait, qui causent d'énormes dégâts dans les cultures. Mais s'agissant de la basse-cour, il n'y a pas réellement d'entretien particulier, sinon de nourrir les animaux et de changer leur litière en quelque sorte assez régulièrement. Et ça donne des œufs quotidiennement, un poulailler avec une 6aine de poules par exemple? Non, en toute logique, tout dépend des poules, mais les poules effectivement donnent un œuf par jour. Normalement, c'est la norme. Après, ça dépend de la race des poules, de leur âge, etc. Mais c'est la logique. Et il faut même d'ailleurs, les poules, peu le savent, mais leur donner même du sable en fait à manger pour simplement former la coquille du. On m'a dit qu'il fallait leur rendre les coquilles d'œufs aussi, que ça simplifiait le processus de. Oui, c'est dans la même idée en fait. Il faut simplement leur donner quelque chose de dur en fait pour que la coquille se forme plus simplement. Voilà, nous avons fait le tour de notre basse-cour. Merci François. Peut-être on peut dire un mot de la chasse. Vous avez évoqué les chasseurs. Dans la situation actuelle d'insécurité endémique qui ravage non seulement les villes mais aussi les campagnes, nous avons décidé de donner quelques lignes de travail que nous avions déjà communiquées de nombreuses fois lors de nos conférences, et cela depuis de nombreuses années, au moins depuis l'année 2008, afin de donner des pistes pour que nos amis, nos camarades puissent se munir d'armes de façon tout à fait légale et de façon aussi responsable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit évidemment pas de préparer la grande Raoua, comprenne qui pourra, absolument pas. Il s'agit au contraire simplement de préparer la défense de nos foyers, de nos familles, de nos communes, de nos communautés. Le droit de détenir une arme est un droit aristocratique. La disparition des privilèges lors de la nuit du 4 août aurait normalement dû étendre ce droit à tout un chacun, c'est-à-dire de hisser l'ensemble des hommes libres au niveau des aristocrates du monde d'avant, du monde ancien. La réalité, c'est que maintenant, nous sommes dans une situation ancillaire. Les Français sont dans une situation de minorité juridique, d'une certaine façon, à l'égard de la question des armes et de la légitime défense. Pour répondre à ce besoin de protection, qui est un besoin primaire de l'être humain, de la même manière que celui de se nourrir, de se reproduire, de se vêtir, de se loger, il y a de celui de se protéger. Il y a quelques pistes que l'on peut communiquer à nos amis, que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, déjà longuement abordées en conférence. Quelles sont ces différentes pistes, François ? Alors, dans un premier temps, pour rebondir sur ce que vous disiez, je crois qu'au contraire, en fait, les armes sont très facilement accessibles en France d'une façon légale et d'une façon totalement apaisée. Et d'ailleurs, il est intéressant de remarquer que le gouvernement socialiste qui vit ces derniers jours, ces dernières semaines, a énormément, c'est peut-être pas le mot, mais a libéralisé en fait l'usage la détention d'armes. Puisqu'il faut savoir qu'il y a un énorme lobby dans le sud-ouest, où il y a beaucoup de chasseurs qui sont en général radicaux socialistes et qui, eux, ne veulent pas qu'on les dépossède de leurs armes. Donc en fait, avoir une arme chez soi, d'une façon évidemment responsable, il s'agit de pratiquer un sport, le tir, le ball-trap, la chasse, c'est en fait très très simple. Il suffit simplement, lorsqu'on est passionné par la chasse, de passer son permis de chasse. Ça nécessite 2 jours de formation, c'est un coût extrêmement modique, puisque de mon temps, je l'ai pas non plus passé il y a des dizaines d'années, mais ça coûtait dans l'ordre de 70-75 euros. Donc si on a, en fait, aujourd'hui, tout dépend des fédérations, puisque ce sont des entités qui sont départementales. Tout dépend des fédérations, mais ça va en fait de l'ordre de 50 à 100 euros. Oui, sachant que les fédérations de chasse sont très accueillantes des jeunes
qui s'intéressent au sport cinégétique parce que justement ils sont très préoccupés de la transmission des arts de la chasse et donc ils vous feront bon accueil. La seule chose, c'est ne vous comportez pas comme des Rambo, essayez d'avoir une attitude adulte et responsable à l'égard des armes et tout ira bien. Oui, tout ira bien, mais après, l'arme, en fait, en elle-même est un danger. Si je peux donner un conseil, j'ai offert à mon filleul, pour Noël, une carabine à plomb. Déjà, peut-être commencer par là, puisque manipuler une arme, on a l'impression que c'est comme dans les films, c'est très simple, mais il y a quelques règles de base qui sont essentielles, en fait. Même une arme qui n'est pas chargée ne doit jamais être pointée vers quelqu'un. Pour la simple bonne raison que la personne qui est en face ne sait pas si elle est chargée ou pas. Et d'ailleurs, on ne sait pas si elle a vraiment été chargée, puisqu'on l'a laissée la veille contre le mur, enfin dans l'armoire tranquillement. Suffit que l'enfant soit passé par là, ou je ne sais, pour faire je ne sais quelle blague, ou je ne sais quelle entourloupe. Voilà, et on rigole, enfin, soit pour dire qu'on ne rigole pas avec ces choses-là, mais posséder une arme de chasse, c'est très simple, c'est simplement avoir le permis de chasse. Ensuite, pour les sports, disons pour le tir beaucoup plus sportif, donc le tir de précision, je pense au club de Baltrap. S'agissant du tir sportif, du tir donc, à proprement parler sportif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tuer des animaux, mais de tirer sur des cibles, la procédure pour détenir une arme est beaucoup plus compliquée, mais en même temps, cela s'explique aussi par la dangerosité de posséder un pistolet ou un revolver chez soi. Qui peut être en fait qui peut être même dans le cas d'un cambriolage où on ne sait pas, qui peut être facilement subtilisé. Donc cette procédure en fait c'est assez simple, il suffit simplement de s'inscrire dans un club, de rester dans ce club suffisamment longtemps en tout cas pour pouvoir déposer un dossier à la préfecture. Tout cela est surveillé bien sûr, et d'ailleurs l'état d'urgence dont on parle, qui a eu notamment dans les banlieues en 2005, cet état d'urgence-là prévoyait la remise des armes à la gendarmerie, tout simplement pour éviter l'escalade de la violence. Oui, sachant qu'en plus vous devez, si vous êtes adhérent d'une fédération de tir sportif, renouveler votre adhésion tous les ans, donc repayer tous les ans. Et si vous ne tirez pas à un rythme régulier un certain nombre de cartouches dans l'année, avec en contrepartie de tampons qui sont mis sur votre carte, vous devez au bout d'un certain temps rendre votre arme, enfin c'est-à-dire la revendre, la vendre, vous en séparer en tout cas. Et donc, ça complique un peu les choses. En revanche, il y a une solution intermédiaire entre la chasse et le club de tir qui vous ouvre le droit aux armes de poing, mais qui, là, s'apparente plutôt justement au côté chasse, c'est le Baltrap. Vous pouvez acheter et détenir des armes chez vous de chasse, tout simplement, sans passer le permis de chasse, à condition que vous soyez donc adhérent d'une fédération de Baltrap. C'est une sorte d'intermédiaire, disons, entre le tir sportif à proprement parler, qui vous donne droit à tout un ensemble d'armes de poing, ce qui n'est pas le cas du permis de chasse, et le Baltrap qui vous permet de détenir des armes de chasse sans avoir à courir après des grands cervidés. Voilà, pour faire simple. Merci pour ces quelques indications, François. Je pense que pour le reste, vous rapprocherez des clubs de tir, des fédérations de chasse et des associations de tir sportif pour de plus amples renseignements. Vous pouvez également vous rapprocher de vos professionnels en armurerie qui vous débrouilleront tout cela. Nous nous approchons de la fin de cette émission. Je voudrais quand même vous livrer quelques pistes de lecture pour prolonger notre réflexion. Les premières, ce serait évidemment de lire les ouvrages de la maison d'édition L'Échappée. Vous pouvez y retrouver par exemple tous les ouvrages de pièces et main-d'œuvre sur une critique de la société technicienne, que ce soit la police des populations, la critique du portable, le nanomonde avec toutes les nanotechnologies qui seront aussi des technologies carcérales. Vous pouvez donc retrouver l'ensemble des travaux de pièces et main-d'œuvre aux éditions de L'Échappée. Vous pouvez retrouver aussi les importants travaux de l'encyclopédie des nuisances avec lesquels nous travaillons nous-mêmes comme des manuels depuis de nombreuses années. Donc vous pouvez retrouver une critique à la fois du nucléaire, du TGV, de la grande bibliothèque et de toutes les saloperies que produit le monde moderne, donc aux éditions de l'encyclopédie des nuisances. Vous pouvez également retrouver les travaux donc de Serge Latouche sur la question de la décroissance. Vous y retrouverez donc Adieu à la croissance, son ouvrage, ses petits ouvrages aux éditions 1001 nuits à 2 ou 3 euros sur la décroissance, où il fait un long exposé
sur ce concept que nous pourrons aborder aussi dans des prochaines émissions et dont nous ferons une critique positive. Vous pouvez également vous référer au maître des questions de la critique de la technique, mais aussi un des pères de l'écologie, un Français qui a longtemps fréquenté les non-conformistes des années 30 avant de devenir un marxien de génie, Jacques Ellul, avec par exemple le bluff technologique. Et puis je rappelle donc la référence de Nicolas Fabre, Mon retour à la Terre, guide du néo-rural aux éditions Contre-Culture. François, merci pour cette journée à la ferme. Nous n'avons pas eu le temps de parler de la tannerie de Pau, puisque le temps nous a manqué, mais enfin, je voulais quand même m'excuser pour la semaine dernière, j'ai pas pu animer l'émission, ni la déléguer, parce que j'étais à l'étranger pour affaires. Je voulais quand même m'excuser auprès de vous, chers auditeurs, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Chargé de combattre la diffusion de la haine. Et il suffit d'entendre ce qu'il dit. La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux Une histoire insupportable. mieux qu'aucune théorie économique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David. Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer. J'ai un camion de pantalons. Les pantalons valent $1. Quand même. Tu les veux? Quand même. Tu les veux? Formidable. Tu les veux? Bien sûr, exactement. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan. Je remercie du fond du cœur. Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi. Un camion de pantalons, $2. Tu les veux? Tu les veux? Formidable. 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 Ah, formidable. Formidable, je les prends. Transmettre la connaissance. Jonathan téléphone à Shaul, propose $3. Jusqu'à ce que Boucher, téléphone à Christian. Jusqu'au bout. Christian, j'ai une affaire formidable pour toi. Formidable. Faisons confiance. Les pantalons, $49. $49. Quand même. Les pantalons valent $1. Bien sûr, $49. Oui, Pascal, faut dire la vérité. formidable. Formidable. Et le mot est faible. Formidable, je les prends. C'est une morale. Contre la pauvreté. Quand même. Lendemain, Quand même. Christian téléphone à Moshe. Moshe, écoute. Escroc. Escroc. L'histoire nous l'a appris. Moshe, escroc. Bien sûr. Escroc. Jusqu'au bout. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe. Disons-le franchement. Moshe, escroc. Avec d'autres. Merde. Moshe, escroc. Écoute, escroc. Ce sont des récidivistes. Si, j'ai ouvert le camion, Moshe, tu m'as vendu $49 le pantalon. Le métal, Moshe, escroc. Les pantalons valent $1. Escroc. Certains demain seront députés. Escroc. Parce que j'en ai assez. Et ça suffit. Escroc. Et nous le savons. Ça plaît que tu sais très bien. Je raconte Christian, c'est Shlomo. Ça plaît que Moshe, escroc. Ça plaît que tu sais très bien. Je raconte Christian, c'est Shlomo. Ça plaît que Moshe, escroc. Quand même. Ça suffit. Christian. Mais si, écoute, tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Personne ne me met des pantalons qui a une jambe. Qu'une jambe. Personne ne me met des pantalons qui a une jambe. Qu'une jambe. C'est une drôle de vision des choses. Moshe. Ce sinistre personnage. Jusqu'au bout. Les pantalons, il n'y avait qu'une jambe. T'as rien compris. Christian, t'as rien compris. Cette belle initiative. Pour moi, c'était pour acheter, pour vendre. Que je veux souligner encore ici. Moshe. Christian, t'as rien compris. C'est pas fait pour moi, c'était pour acheter, pour vendre. C'est ça, cette émancipation de chacun. C'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est que vous avez tout compris, quand vous avez compris cette histoire. Travail. La question de la loyauté, c'est autre chose.